le monde entier fonctionne avec des ordinateurs et Internet. Bien. Si on veut faire entrer dans la psychiatrie, comme on essaye de le faire aujourd'hui, ce qu'on appelle l'addiction à Internet, alors vous faites rentrer tout le monde. Tout le monde devient malade. Bon. Pour déterminer, parce que tout le monde fait Internet toute la journée. Alors, à quel moment c'est une pathologie? C'est une pathologie, en effet, dans certains cas, si une personne ne peut pas s'en passer. Mais en même temps, on ne peut pas s'en passer. C'est compliqué. Hein. C'est pas comme une drogue ordinaire, c'est pas comme la consommation d'héroïne, c'est la vie. Hein. Bon. On veut faire entrer aussi dans des pathologies toutes les passions sexuelles. Bien. Alors, ça devient une pathologie, le sexe, si c'est criminel, si c'est contraire à la loi, si on viole, si on bat, si on tue. Bon. Mais la sexualité, les passions, l'amour dévorant, les passions ordinaires, c'est très difficile, on ne peut pas normer. Il faut donc laisser une très grande liberté individuelle et les choses ne sont pas claires, ne sont pas aussi claires que ça. Or, toutes les tendances d'aujourd'hui, c'est d'essayer de réguler, normaliser tous les comportements humains pour avoir un type de comportement à l'échelle de la planète. Bon, ce qui est évidemment un espèce de fascisme, hygiéniste. Mais ça ne marche pas parce que l'être humain résiste à ça. Je peux donner encore un autre exemple. Les grands progrès de la médicalisation des grossesses pour les femmes, c'est formidable. Ça a réduit la mortalité infantile complètement. Mais l'excès aujourd'hui, qui consiste à mettre, disons, à considérer que dès le premier moment où une femme est enceinte, elle ne peut plus manger ceci, boire un verre de vin, ne plus bouger, on a peur que l'embryon soit anormal. Bon, les excès de médicalisation de tous les comportements. Voilà ce que risquent de produire les idéologies scientistes. Donc, la science, oui, les idéologies nées de la science et de la réduction, en tout cas, dans le domaine des classifications psychiatriques, sont très dangereuses. Et la psychiatrie, aujourd'hui, elle est dans une très mauvaise pente, parce qu'elle est dominée précisément par les produits chimiques, par les classifications comportementales, beaucoup trop. Ela se tornou, parece, uma parte disso, né? Ela deixou de ter a sua individualidade como conhecimento. Sua particularidade, a connaissance da psychiatrie. Como que ela se rendeu. Mas eu queria perguntar uma outra coisa. Por exemplo, há doenças neurológicas, como a epilepsia. Eu estou pensando na epilepsia. L'épilepsie, par exemple. Ah, c'est une maladie, une maladie neurologique. Então, eu sei. Então, e a respeito da qual, quer dizer, há um preconceito da sociedade, há uma ideia de que... La société refuse. Il y a une idée de que... Por exemplo, acha que a pessoa não pode trabalhar, ou que a pessoa não é normal, ou que a pessoa... Não, pas normal, ne peut pas travailler. Oui, mais l'épilepsie est une maladie connue. Pois é, c'est une maladie. Mas essa compreensão, vamos dizer assim, a minha pergunta é, será que o preconceito em relação, ou essa visão das pessoas em geral, a respeito deste tipo de doença, que também é o esquizofrênico, muda. A maladie mentale change a partir do medicamento? Isso, exatamente. A partir dessa medicalização da... change les rapports de la société par rapport aux malades. Oui, vous avez raison. Même dans le domaine, excluons l'épilepsie. Ça n'est pas une maladie mentale. C'est une maladie neurologique. En tout cas, elle ne fait pas partie. Mais prenons en effet les maladies mentales, c'est-à-dire la folie, la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive, les grandes psychoses, dont on n'a pas encore trouvé, de causalité organique génétique. Peut-être qu'il y a des terrains, mais même l'étude de la génétique est très compliquée, parce que même si on trouve des terrains génétiques, vous savez qu'il y a une plasticité des gènes et qu'on n'aura jamais une causalité.
Alors, vous avez raison de dire que les médicaments ont changé complètement le visage des maladies mentales. Schizophrénie, psychose maniaco-dépressive. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait l'enfermement dans des asiles. Aujourd'hui, les médicaments très efficaces ont un effet de calme. Mais en même temps, on voit bien que du coup, ils ne guérissent pas, mais ils maintiennent le sujet dans un enfermement camisole chimique, on appelle, et en effet, ils sont très différents. Il n'y a plus ces agitations, il n'y a plus... Mais en même temps, on voit bien qu'on n'est pas venu à bout. On réintègre le plus possible les schizophrènes, les malades mentaux dans la société, mais dès qu'il y a une violence, un crime, un meurtre, un assassinat, alors on crie à l'insécurité. C'est un problème, parce qu'on sait bien qu'on ne pourra jamais venir à bout complètement de ça. Cela dit, il y a une tolérance plus grande de nos jours, notamment dans les pays démocratiques. Il y a deux mouvements, et une intolérance et une tolérance. C'est-à-dire, nous vivons, en tout cas en Europe, mais je crois que c'est assez mondial, dès qu'il y a la démocratie, on considère quand même, on est plus tolérant avec les sujets. Quand on vit dans des sociétés démocratiques, régies par le droit, on est beaucoup plus tolérant que dans les régimes théocratiques, où il y a l'axe du bien et du mal, et là, c'est la barbarie, ou dans les systèmes totalitaires, où sont exclus de la société telle catégorie. Donc, dans les pays démocratiques avec le droit, on est beaucoup plus tolérant. Avec tous les exclus. Et en même temps, la société elle-même est moins tolérante. C'est-à-dire, plus on avance du côté du droit individuel, sur ce plan, je suis libéral, plus on avance dans le droit, plus la société a tendance à vouloir réprimer, parce qu'elle a l'impression souvent que le droit est une manière de tolérer des comportements qu'on ne tolère pas. Et s'il y a la misère, la pauvreté, la recrudescence des vols, de l'agitation sociale, alors évidemment on devient plus répressif. Et les États modernes sont pris entre les deux choses. Et l'avancée des droits, de plus en plus grand, les droits des anormaux, les droits des fous, des malades, cette avancée-là, et d'un autre côté, une tendance de plus en plus répressive. Et nous avons vécu ça en France. On a aujourd'hui un gouvernement extrêmement répressif qui vise, qui entrave les libertés individuelles, en tout cas pour les étrangers, les exclus, les fous et les criminels. On est en pleine régression sur ce plan. Mais en même temps, on ne pourra pas aller trop loin, parce qu'il y a un équilibre européen qui fait qu'il y a des systèmes répressifs qu'on ne peut pas, on ne peut pas revenir en arrière. Par exemple, on ne peut pas en Europe rétablir la peine de mort. C'est impossible. On ne peut pas en Europe rétablir le bagne. On ne peut pas rétablir l'exploitation des enfants. On ne peut pas rétablir l'esclavage. C'est impossible. Donc là, on a fait des avancées. Mais c'est sûr en même temps que l'idéologie sécuritaire, appuyée, si elle est appuyée dangereusement sur la science, alors évidemment, ça devient redoutable. Et c'est ça où il faut faire attention. C'est le détournement des sciences au profit d'une politique répressive. Mais là aussi, les scientifiques eux-mêmes réagissent. Même les partisans des neurosciences ne sont pas d'accord pour qu'on utilise les sciences à des fins répressives. C'est compliqué aussi. Hein. Tá bom, como última questão, a senhora é uma historiadora. A história mostra que as coisas vão, vêm, voltam, travestidas de... vêm, aparecem de outro jeito. O que você diria que é, neste assunto da medicalização e deste uso da ciência e da neurociência, o que você acha que vai ser o futuro? Isto vai ser o dominante? O que você acha? Ça, vous savez, l'avenir, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais prédire. Claro. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les grands débats planétaires tournent autour, en général. La question, c'est le libéralisme économique, les sciences.
C'est les deux grandes questions. Quelle va être la place de l'être humain, du sujet humain, de la culture, des arts, de la philosophie, dans un monde gouverné presque exclusivement par des intérêts économiques et par des réponses scientistes à des questions vitales. Ça, je n'ai pas de réponse, mais une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais vu l'humanité aller définitivement vers sa propre destruction. Autrement dit, je pense qu'il y aura toujours des résistances à la destruction dont l'homme est capable. Si vous prenez aujourd'hui le débat sur le climat, l'écologie, les effets de serre, vous voyez des forces en présence contradictoires. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on peut jamais, aucune science ne pourra devenir une religion, je dirais, qui puisse servir à la destruction humaine. Ça a été le cas dans le nazisme. Le nazisme, je dis bien le nazisme, mais pas le fascisme, a été le lien entre la science, devenue perverse, au service d'un État entièrement meurtrier. Alors aujourd'hui, on n'a pas ça. Mais on a des tentatives, on a des pays théocratiques, je pense à l'Iran avec le régime terrifiant, dictatorial, qui peut en effet manier le nucléaire. Mais d'un autre côté, vous avez vu aussi que même à l'intérieur de ces pays-là, l'aspiration démocratique est très forte, que les dictateurs peuvent être battus, que les peuples résistent. Et donc, ce que je vois de l'avenir, en effet, ce sont les grands débats. Je ne peux pas être pessimiste, mais je pense qu'en ce moment, on vit en effet une crise très particulière qui est liée à la fin du communisme, c'est-à-dire à la fin de l'espoir, ou plutôt l'échec des sociétés réelles, communistes réelles. Ça a été un échec. Ce système a été un échec, mais pas l'espoir. Donc je vois renaître au niveau de la planète des rébellions, une opposition au marché, on l'a vu avec la crise, une opposition au règne trop totalitaire de la science érigée en religion, on le voit avec les écologistes, et donc il y a quand même un espoir, mais moi je fais partie d'une famille où on a résisté au nazisme, où on a été toujours dans le combat et la rébellion, je suis plutôt de nature optimiste sur ce plan, mais en même temps lucide. Je pense que les forces de destruction existent. D'ailleurs, c'est pour ça que Freud, je vais lui rendre hommage, est un très grand penseur, parce qu'il a pensé cette question-là. Freud était un conservateur éclairé en politique, plutôt proche de la monarchie constitutionnelle anglaise que de la République au sens français, démocrate bien sûr, mais il a toujours dit que le progrès humain s'accompagnait aussi de son contraire. Voilà. Et donc, il y a les deux. Et la vie, c'est un combat entre les deux. Tá bom. Muito obrigado.